Et donc on commence par la première table ronde, autoconsommation, où en sommes-nous? Et pour en parler, j'invite à me rejoindre sur scène mesdames Laetitia Brottier, Laurine Gagliolo et messieurs Hervé Lextrait, David Marchal et Baptiste Possémé. Je vous en prie, venez me rejoindre. Merci beaucoup. On peut les applaudir, allez. Comme vous le souhaitez. Voilà, on va faire une petite alternance. Ah bah non, voilà, vous êtes au bout, c'est parfait. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir rejoints pour cette première table ronde. Laurine Gagliolo, merci beaucoup. Vous êtes juste arrivée à temps. Je savais que vous aviez une histoire de train et parfois c'est pas toujours évident, mais merci beaucoup. Vice-présidente du Grand Besançon Métropole. Comme ça, on va mettre à l'honneur aussi les territoires, puisqu'on en parlait, c'est aussi tout l'objet de cette université. À vos côtés, Hervé Lextrait, merci beaucoup aussi d'être avec nous, directeur du pôle transition énergétique chez Enedis. Baptiste Possémé, qui est consultant directeur de l'électricité au sein d'Enerdata. Peut-être que vous voulez rajouter quelques mots pour présenter Enerdata. Je pense qu'Enedis, c'est plus trop besoin de le présenter. Je crois qu'on est... Normalement, les micros fonctionnent tout naturellement. Très bien. Bonjour à tous déjà. Et oui, donc je suis donc le manager du département électricité chez Enerdata. En deux mots, Enerdata, on est un cabinet de conseil basé à Grenoble et on fournit en fait de la statistique énergétique, de l'historique, mais aussi des scénarios futurs. Notamment, on a nos propres modèles de scénarios énergie-climat, d'anticipation des prix de l'électricité. Et en particulier, dans le cadre de cette table ronde, on a toute une activité de conseil, d'études de marché. Et on a travaillé notamment avec la Commission européenne l'année dernière sur la réalisation d'un rapport autour des freins et barrières au développement de l'autoconsommation. L'idée était de présenter des recommandations pour les États membres sur comment chaque État membre pouvait accélérer, on y reviendra dessus, je pense, à l'autoconsommation sans pays. Exactement, on va même présenter ça à travers des slides que vous nous avez proposés. À Laetitia Brottier, merci beaucoup aussi d'être avec nous. Donc, vous êtes vice-présidente d'Enerplan. Daniel Bourg a déjà donné quelques pistes, on va dire. Et donc, ce que je vais proposer, c'est un tour de table aussi avec tous nos intervenants qui vous permettra, vous, de réagir et puis voilà, de commenter et de voir aussi comment on peut, parce qu'on dit où en sommes-nous, mais l'idée, c'est aussi comment on peut faire pour avancer et développer toujours plus l'autoconsommation. Et puis David Marchal, encore merci d'être avec nous, directeur exécutif adjoint de l'expertise et des programmes au sein de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Alors, on a déjà eu des chiffres, Daniel Bourg a affiché aussi quelques informations, mais c'est bien toujours de repartir des données. Donc je passe la parole à Hervé Lextrait qui va nous en dire un peu plus aussi concrètement sur... Alors il y a deux slides, vous me faites un signe en fonction de ce que vous souhaitez que je diffuse pour présenter les derniers chiffres, les chiffres évidemment 2023 de l'autoconsommation. Peut-être, merci beaucoup, je suis ravi d'être parmi vous ce matin. Peut-être avant de parler des derniers chiffres, vous dire à quel point à Enedis nous sommes fiers de contribuer à la réussite du développement du solaire et de l'autoconsommation en particulier. Effectivement, maintenant, le succès ne se dément plus. Nous allons franchir cette année le cap symbolique des 5 gigawatts d'énergie renouvelable qui seront raccordés au réseau concédé à Enedis. C'est un cap symbolique pour nous parce qu'on avait lancé un projet il y a 2 ans qui s'appelle Projet Accélération des ENR et on se donnait l'ambition de franchir ce cap et il sera sans doute franchi à la fin de l'année. Et l'année 2024, c'est vraiment une année avec des seuils symboliques qui sont franchis. Au mois de juin, on a sur le réseau concédé à Enedis plus de solaire en capacité installée que d'éolien. Donc c'est une première. Il y a eu un croisement des courbes qui s'est produit au mois de juin. Et puis aussi, à l'heure où je vous parle, on a plus d'1 million de producteurs d'énergie renouvelable, donc essentiellement photovoltaïques, qui sont raccordés, qui injectent ou qui autoconsomment sur le réseau d'Enedis. Donc ça montre à quel point aujourd'hui, effectivement, le réseau est un vrai partenaire du succès du développement du solaire. Et ce partenariat, nous souhaitons qu'il soit durable, que cette réussite se poursuive dans la durée. Et je fais écho aux propos de la présidente de la CRE qui évoquait effectivement un sujet extrêmement important pour les réseaux, c'est le sujet des ressources
consacrés à ces investissements et qui seront définis dans le prochain tarif, le prochain TURP. Et effectivement, de ces ressources dépendront notre capacité à accentuer encore cette réussite pour la transition énergétique. Donc nous sommes bien entendu très attentifs aux conclusions et aux décisions qui seront prises pour les 4 prochaines années. Très bien, alors on passe aux chiffres. J'en profite juste pour dire un mot, parce que j'ai oublié de le préciser. Ici, vous pourrez évidemment poser des questions dans la salle, on vous passera un micro. Ceux qui sont en ligne, ils peuvent poser leurs questions dans le chat et on me les transfère. Voilà, j'avais oublié de le préciser. C'est quand même aussi important. Donc on y va, on y va pour les chiffres. Donc pour les chiffres, donc comme vous le voyez, l'autoconsommation est en plein développement. La présidente de la CRE disait effectivement qu'il y avait une inflexion au moment de la crise énergétique. C'est tout à fait visible sur ces courbes. On voit bien l'inflexion. Donc 71% de croissance en année glissante pour le nombre d'installations, 82% en puissance, donc c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. On a 556 000 installations en autoconsommation raccordée. C'est plus de la moitié, mais de toute façon, cette proportion ne fera que croître, puisque maintenant, depuis quelques années, ce sont bien 100% des installations, des petites installations photovoltaïques qui se raccordent en autoconsommation. Donc on a déjà 3 gigawatts de puissance en autoconsommation raccordée. 3 gigawatts, c'est absolument plus du tout négligeable. Et je salue les propos à nouveau de la présidente de la CRE qui a évoqué la question de la tarification du réseau. S'appliquant aux autoconsommateurs comme aux autres utilisateurs. Il est important effectivement que chacun contribue et finance une partie du réseau qu'il utilise. Sur l'autoconsommation collective, on est sur les mêmes dynamiques, voire même encore plus grandes. Alors certes sur des proportions plus petites, mais on a 120% de croissance en année glissante. Donc ça fait 544 opérations d'autoconsommation en service, 50 mégawatts de capacité de production solaire installée. Donc là aussi, énormément de projets, il y a encore 900 projets. Ça concerne beaucoup les collectivités, les bailleurs HLM. Et puis on a une centaine d'opérations d'autoconsommation qui ont choisi la forme associative pour se développer. Donc là aussi, un grand succès qu'on suit de très près dans nos directions régionales. Alors vous allez pouvoir commenter, puis on va lancer après le débat. L'idée, c'est de planter aussi un peu le décor, parce qu'on dit où en sommes-nous. Alors justement, voilà, on a des chiffres, on va dire, très engageants en France. On a eu tout à l'heure l'illustration en parlant de 4% en France proportionnellement à d'autres pays. Donc je vais passer la parole à votre voisin, Baptiste Possémé, qui va pouvoir nous en dire un peu plus aussi sur ce que vous avez étudié de près, on va dire ailleurs, et notamment en Europe. Alors, pour mettre un peu de perspective au niveau européen, alors peut-être juste une petite parenthèse, je pense pour ceux que ça intéresse, le rapport qu'on a fait, c'est un rapport public, il est disponible sur le site de la Commission européenne. Alors la Commission européenne n'est pas forcément, son fort, c'est pas forcément d'avoir des rapports facilement accessibles, donc n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez un lien direct pour le téléchargement, ça peut être complexe. Mais voilà, je propose qu'on passe au premier slide. Pour donner un petit peu de perspective, de recul, l'ordre de grandeur, pas le chiffre exact, mais on est en 2023 autour de 250 gigawatts crête de PV installés, 53 qui ont été installés juste en 2023. Ça représente un peu plus en 2023, quasiment 9% de la production d'électricité totale. C'était 7,5 en 2022, je crois que 2020-2021, on devait être encore à 4% et quelques, donc il y a vraiment une forte croissance à ce niveau-là. Et ce qui est important, en fait, c'est que sur ce parc, aujourd'hui, les 2/3, c'est des capacités inférieures à 1 mégawatt crête, ce qu'on appelle du small scale, et généralement sur toiture. On n'a pas forcément les statistiques ne sont pas forcément harmonisées selon les pays, mais en tout cas, les capacités de petite taille représentent 2/3 du parc installé. Et aujourd'hui, sur le parc actuel, si on regarde juste le parc actuel, on a un peu plus de la moitié de ces capacités qui font de l'autoconsommation, le reste étant essentiellement dans des mécanismes soit de PPA, soit de tarifs avec injection totale, comme ça peut être le cas en France, en Allemagne. Par contre, si on regarde en effet la dynamique, et vous l'avez bien dit, au niveau européen, c'est 93% des nouvelles capacités de moins d'un mégawatt qui font de l'autoconsommation. Sur le segment résidentiel, on est à 96%. Donc c'est énorme. On a vraiment il y a eu un décollage. On a des pays comme la Pologne, j'ai l'Autriche en tête, dans une moindre mesure le Luxembourg,
mais où, par exemple, entre 2021 et 2022, il y a eu une énorme augmentation de la part de clients autoconsommateurs. On peut passer au slide suivant, je pense. Et pour donner quelques ordres de grandeur, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tous les graphes, mais l'idée, c'est de dire que cette répartition, justement, entre autoconsommateurs et non autoconsommateurs, elle est très variable selon les pays. Elle est extrêmement dépendante du cadre réglementaire. Est-ce qu'on est sur des mécanismes de tarifs d'achat, comme c'est encore le cas en France, en Allemagne? Est-ce qu'on est sur des mécanismes de net metering, comme c'est le cas, par exemple, aux Pays-Bas, où toute l'énergie que vous injectez dans le réseau est décomptée de votre facture, ou des mécanismes plus de net billing où la rémunération de l'électricité injectée au-delà de l'autoconsommation est directement dépendante des prix marchés. Et aujourd'hui, sur les principaux marchés du small scale, donc l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne qui a une très forte augmentation aussi ces dernières années, on a une transition, on pourra peut-être en revenir dessus, mais vers une sortie progressive qui se fait pas toujours de manière facile, des mécanismes type net metering qui peuvent être très coûteux, vers des mécanismes avec justement une indexation plus forte de la rémunération sur les marchés. L'objectif étant derrière d'encourager l'augmentation des taux d'autoconsommation. Quand on parle de développement d'autoconsommation, il y a trois choses. Est-ce qu'on augmente les capacités PV installées? Est-ce qu'on augmente le nombre de personnes qui réalisent de l'autoconsommation effectivement? Et est-ce qu'on augmente la part de cette électricité produite qui est autoconsommée? Et c'est des problématiques pour qui ne demandent pas forcément les mêmes actions réglementaires. Vous avez commencé à lancer quelques sujets, notamment l'évolution de la structure d'aide, et ça va permettre aussi d'ouvrir justement le débat, mais là pour le moment on commence à planter un peu le décor. David Marchal, un premier commentaire. Alors, vous avez 3 micros sur scène, donc vous pouvez vous les partager pour un premier commentaire à ces chiffres et votre regard aussi sur cette autoconsommation. Bonjour à toutes et à tous. Déjà un regard. Le regard, c'est effectivement quand même une satisfaction. Comme ça a été dit. Enfin, quand on se remet quelques années en arrière, même presque 10 ans en arrière, les premiers GT qu'avaient pu avoir, un certain nombre d'entre vous avaient participé à ces GT organisés par l'État sur l'autoconsommation. Faut-il y aller, faut-il pas y aller, etc. Il y a énormément de questions qui se posaient, beaucoup d'acteurs qui freinaient d'ailleurs. Et on voit que la dynamique est lancée, donc déjà ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que moi j'ai la conviction intime que l'autoconsommation, elle participe de l'action des consommateurs dans la transition, et c'est quand on agit qu'on y trouve un intérêt. Et donc c'est vraiment important, je pense, de façon générale, qu'on puisse voir cette autoconsommation qui se développe. Alors, effectivement, une super dynamique chez les particuliers, notamment avec un quasi-doublement en un an. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça confirme des sondages qu'on peut réaliser à l'ADEME. Tous les ans, on fait un sondage auprès d'un échantillon représentatif de Français, un baromètre sur les énergies renouvelables. 67% des gens nous disent qu'ils veulent produire et autoconsommer de l'électricité photovoltaïque. Bon, c'est énorme entre ce que les gens disent qu'ils veulent faire et puis ce qu'ils font. Il y a souvent un grand fossé, mais néanmoins, voilà, ça confirme cette tendance et ça confirme sans doute que ça va s'accélérer. Alors là, moi, mon regret, c'est la dynamique sur les grandes toitures. On en a peu parlé jusqu'à présent. Sur les grandes toitures, je crois que l'inflexion, elle n'est que de 10%, c'est-à-dire la croissance annuelle en 2023 représentait 10% de ce qui était installé. Donc c'est pas mal, mais on est loin encore des chiffres sur les particuliers. Et si je dis ça, c'est parce que quand on regarde les bénéfices pour la collectivité de l'autoconsommation, ces bénéfices, ils sont de plusieurs ordres. Il y a bénéfices en termes de non-artificialisation des sols. Si on veut installer du photovoltaïque sur des surfaces déjà artificialisées, il faut les mettre sur les toits. Et deuxièmement, le bénéfice, vous l'avez dit, c'est quand on a un taux d'autoconsommation qui est maximum. Et pour avoir un taux d'autoconsommation maximum, il faut avoir un talon de consommation important. Et sur les grandes toitures, dans l'industrie, dans le tertiaire, on arrive plus facilement à ça. Donc la dynamique est enclenchée, mais je pense qu'elle peut... La loi va en ce sens, etc. Maintenant, sur les nouveaux bâtiments, pas encore sur les bâtiments. Première impression générale, je pense que c'est important aussi de dire, ça n'a pas forcément été trop dit, mais que des chiffres qu'on voit, l'autoconsommation participe à l'accélération
des puissances photovoltaïques et ne vient pas en substitution de personnes qui auraient fait de l'injection totale et qui passent à l'autoconso. C'est bien une dynamique qui participe à l'accélération du PV. Il y en a besoin. Il y en a besoin. Je rappelle qu'on a des trajectoires 2035-2050 qui sont particulièrement pentues. Donc voilà. On est en retard. On est en retard. Tout à fait. On le dit tout le temps, mais faut le rappeler. Alors évidemment, on continuera les échanges et je suis sûre que Laetitia Brottier est prête à commenter. Mais c'est bien aussi d'avoir un retour d'expérience de collectivité aussi sur les actions qui sont menées. Je disais que les collectivités étaient particulièrement mises à l'honneur sur cette université de l'autoconsommation. Donc Laurine Gagliolo, vice-présidente du Grand Besançon Métropole, vous êtes là pour nous en dire plus aussi sur vous, le projet, un grand projet quand même que vous avez lancé. Oui, bonjour à toutes et tous. Effectivement, j'arrive donc du territoire du Grand Besançon, que peut-être certains ont encore besoin de découvrir. C'est l'objet de la première diapo, si vous voulez l'afficher, ou pas d'ailleurs, mais je pensais... Ah si, voilà. Donc le Grand Besançon, c'est dans le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté, et donc on est sur un territoire de vie avec la ville-centre Besançon, environ 120 000 habitants, et puis 68 communes réunies dans l'agglomération du Grand Besançon Métropole. Et il faut savoir que la spécificité de notre territoire, c'est que la commune suivant Besançon, c'est une commune de 5 000 habitants. Donc il y a un gros décrochage entre la ville-centre, 120 000 habitants, et puis ensuite 5 000 habitants et des communes de milliers ou centaines d'habitants sur cette communauté urbaine. Alors moi je suis vice-présidente en charge de l'environnement, l'énergie, le développement durable, et donc au titre de ma délégation énergie, je porte la position du Grand Besançon dans un maximum de projets d'énergie renouvelable, puisqu'on fait le pari sur ce territoire d'être partie prenante au maximum des projets de développement d'énergie renouvelable, que ce soit pour ce qui nous occupe aujourd'hui le solaire, mais aussi des projets éoliens. On est à l'initiative de projets en termes de méthanisation, etc., parce qu'on considère que c'est aussi en étant impliqué dans les projets, dans la gouvernance des projets, qu'on s'assure qu'ils soient le plus adaptés possible aux spécificités locales. Sur le projet qui nous occupe aujourd'hui, c'est un projet d'autoconsommation collective de quasiment 3 MW crête, qui se situe sur un ancien centre d'enfouissement technique, donc ce genre d'ancienne carrière où on a enfoui des déchets, et puis on peut pas faire grand-chose à part des panneaux solaires sur ce type de structures qui sont trop meubles. Et donc sur ce projet-là, on s'est associé à la société Opal, qui est présente sur notre territoire, qui emploie une cinquantaine de personnes dans l'agglomération. Et donc on a monté une société de projet ensemble. Opal détient 60% de la SAS, le Grand Besançon 40%. L'objectif, c'est donc de poser des panneaux solaires au sol, et la spécificité, c'est que ce centre d'enfouissement technique, il est au cœur d'une zone d'activité, à côté d'une déchetterie, au milieu d'une zone industrielle, avec de nombreuses entreprises autour, les pompiers en face, voilà. Et donc très rapidement, on s'est dit, finalement, on va produire de l'énergie ici, et on a des consommateurs tout autour de nous, donc il serait assez logique de rentrer dans une logique d'autoconsommation collective. On a bien avancé, on est en train de signer les premiers contrats avec les premières entreprises, on est en train de boucler le modèle économique et de rencontrer les banques pour obtenir nos prêts. Les travaux devraient débuter l'année prochaine. Le point bloquant de nos travaux, c'est le fameux appel d'offres de la Creux sur l'autoconsommation collective qu'on attend. On est impatient que celui de 2024. Madame Vargon a dû partir, mais on va lui retransmettre le message à ses équipes. J'ai une présidente à côté. Donc voilà, aussi. Non, ce serait vraiment dommage que l'année 2024 soit une année blanche sur ce sujet-là. Donc on a encore espoir que d'ici la fin de l'année, un appel d'offres puisse sortir et nous permettre de continuer d'avancer sur ce projet. Et qui permettrait de produire à peu près l'équivalent de la consommation de combien de personnes? On va avoir à peu près une idée. Je n'ai pas la mémoire des chiffres, je suis du genre à ne pas avoir la réponse à cette question. Mais en tout cas, on est au maximum des projets d'autoconsommation. Oui, c'est ça, 3 mégawatts. Voilà. Pour le moment, peut-être que justement, c'est ça, tout à fait. On peut envisager qu'il y en ait plus et que ça se développe. Alors, on vous avait déjà soulevé un premier point, voilà, cet appel d'offres creux, et on pourra aussi parler, et vous pourrez rebondir sur le débat. Mais évidemment, je vais faire maintenant réagir Laetitia Brottier à tout ce qui a été... Voilà, il y avait d'autres encore... on voit bien le territoire là aussi sur cette carte. Et je pense que vous aviez des images du projet juste après. Peut-être, je ne sais pas. On va voir. Hop. Surprise.
Il y avait quelques données sur le projet en ligne. Non, ben je les ai pas dans la présentation. Si quelques voilà. données. Voilà, elles sont là. Je suis désolée parce que, pour tout dire, je suis légèrement myope et là, l'écran, il est vraiment loin pour moi. Donc, je ne vois pas tout, mais je vous fais confiance. Et je vais me tordre le cou pour regarder ici. Voilà, comme ça, on laisse le temps un petit peu d'afficher pour revoir un petit peu quelques chiffres, le budget. Il y a du financement, du financement participatif aussi. Ça, c'est important d'embarquer les citoyens, si je puis dire, dans la démarche. Alors on les implique de deux manières au départ, donc c'est un partenariat Grand Besançon Opal, et puis dès à présent on est en train de faire rentrer déjà Ercisol au capital de la société de projet, donc c'est une société citoyenne, des citoyens qui prennent des parts dans une société qui elle-même prend des parts dans des projets d'énergie renouvelable, donc chaque actionnaire de départ cède 2,5% des parts pour qu'Ercisol puisse entrer au capital, et puis par ailleurs on fera aussi une campagne de financement participatif, on fera appel à la dette des habitants. Ça, c'est un souhait notamment du maire de la commune, puisque ce projet, il se déroule sur la commune de Chalzeul, qui est une des communes de l'agglomération. Et donc le maire avait annoncé à ses habitants il y a déjà longtemps qu'ils pourraient participer, avoir des retombées avec ce projet-là. Alors prendre des parts à Ercisol, c'est une des options qui s'offre à eux, mais il faut déjà un ticket d'entrée à 500 € pour rentrer dans la société, et puis ensuite éventuellement dédier une partie de son épargne en plus. Il nous a semblé que c'était intéressant aussi de permettre aux habitants tout simplement de flécher une partie de leur épargne sur une campagne de financement participatif. Donc ça se mettra en place début d'année prochaine, au moment où les choses sont concrètes et palpable pour les gens quand on rentrera en phase travaux. Et puis une deuxième spécificité sur le territoire, c'est qu'il y a ce projet-là, certes, mais il y en a d'autres aussi, et donc la collectivité souhaite se doter aussi de la capacité d'animer à l'échelle du Grand Besançon des PMO, des personnes morales organisatrices, pour faciliter l'émergence de différentes opérations d'autoconsommation sur le territoire, donc entre plusieurs communes, à l'échelle d'un quartier prioritaire. On voit qu'il y a plusieurs initiatives sur le territoire et que c'est systématiquement au moment où on commence à parler de la personne morale organisatrice que les choses se compliquent, et donc on souhaite là aussi prendre notre rôle de collectivité et de pouvoir mutualiser aussi les efforts, les compétences à l'échelle de l'agglo. Voilà, vous avez commencé à souligner quelques difficultés, notamment cette personne morale organisatrice qui parfois pose quelques soucis. Alors Laetitia Brottier, pour commencer à réagir, on a eu des premiers chiffres, on a commencé à faire une comparaison évidemment avec le reste de l'Europe, et Daniel Bourg nous avait affiché quelques pourcentages. Quel est votre premier commentaire, on va dire, sur... on voit que évidemment, là il y a eu un coup d'accélérateur, mais on est encore loin de ce qu'il faudrait. Oui, mais je vais quand même saluer d'abord ce coup d'accélérateur parce que, quand même, au quotidien, c'est du travail. On a quand même des installateurs qui se lèvent à 6h du matin pour aller récupérer du matériel, être là sur le chantier à 8h, répondre aux emails sur les questions, répondre au téléphone, faire de l'administratif le soir, voire le week-end parce que c'est long. Et ça, c'est quand même 200 000 installations qui ont été réalisées l'année dernière. Ça a demandé un énorme effort de la filière. On a une filière qui s'est massivement formée, qui a recruté, et grâce à la filière, cette année, on devrait atteindre 3 milliards d'euros d'investissement en France par l'autoconsommation. Donc on commence à être un vrai pan économique quand même. C'est pas rien d'avoir 14 000 personnes qui travaillent et qui se lèvent le matin pour que nos objectifs de transition soient concrets. Donc c'est un effort qu'il faut saluer parce qu'on n'est pas toujours aidé. C'est vraiment nous qui faisons les prophètes. On voit sur l'autoconsommation collective, heureusement qu'on a des acteurs dans la filière qui en parlent, qui vont voir les collectivités, parce qu'au final c'est encore peu connu. On parle de 500 projets, 900 projets, 500 qui sont réalisés. Donc moi j'admire votre exemple et j'espère que ça fera beaucoup de petits, parce que c'est vrai qu'on a quand même 36 000 communes, donc il faudrait que chacune en ait au moins une autoconsommation collective. Donc le saut, il va falloir sacrément former, il va falloir former justement, il va en falloir des installateurs. Donc c'est là où je dis on n'est pas forcément aidé, parce qu'en termes de communication, ça passe beaucoup par la filière qui se mobilise, la filière qui est au quotidien, la filière qui travaille. Si on avait aussi un message clair en disant non mais en fait la PPE, c'est un élément
pour justement donner des orientations, et l'autoconsommation collective, l'autoconsommation des territoires, c'est stratégique, et on veut une vraie accélération, et qu'on dise clairement aux collectivités, non, en fait, on est au 21e siècle, faites votre autoconsommation collective, c'est génial, vous êtes en train d'animer votre territoire sur des thématiques prioritaires pour la France, qui est la transition. La transition, enfin juste, elle n'est pas... elle n'est pas une option en fait, on en a obligatoirement besoin. Donc faire participer toutes les collectivités, c'est indispensable. Donc je voulais vraiment remercier tous les installateurs et tous ceux qui se lèvent au quotidien pour rendre cet objet, et c'est 1 gigawatt l'année dernière, concret. On va peut-être dépasser 1 gigawatt 5 cette année. Donc voilà, merci à vous pour votre mobilisation. On continue, et nous, côté Enerplan, on continuera aussi à vous rendre votre vie plus simple, et j'espère qu'on aura une bonne écoute. Donc ça, voilà, oui, on peut applaudir aussi, parce que vous êtes là, vous êtes présents, il y en a aussi qui nous suivent en ligne, donc ça c'est le point positif. Maintenant, commençons aussi à entrer dans le débat, pour voir aussi, puisque c'est positif et qu'on en souhaite dans toutes les communes de France, il y a aussi quelques points sur lesquels il faut aussi avancer. On parlait de l'appel d'offres autoconsommation. Donc déjà, nous, on est vraiment attachés à ce qu'il soit maintenu. Parce qu'on a eu beaucoup de réflexions qui disaient peut-être qu'on pourrait juste avoir les appels d'offres classiques et mettre un pourcentage possible en autoconsommation. Franchement, ça ne répond pas à l'autoconsommation collective. Donc notre appel d'offres autoconsommation, il est juste indispensable pour les grands projets. Qu'il soit clair, il faut le maintenir. En deçà de l'appel d'offres, parce qu'en fait, des projets de 3 mégas, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Et la taille moyenne sur un projet d'autoconsommation collective, c'est autour de 150 kg. Donc vous voyez, quand on dit 150 kg en autoconsommation collective, en fait, on parle de ce qu'on appelle, nous, le S21, en fait, de guichet ouvert. Sauf que autant dans l'appel d'offres, on a finalement les taxes et le TURP qui sont compensés, autant pour le guichet ouvert, il n'y a pas. Donc, ce n'est pas du tout une question de ne pas payer le réseau. Enfin, on est parfaitement conscient que nous, le solaire, on en est dépendant du réseau. Et merci d'ailleurs à Enedis de rappeler que les raccordements, c'est du travail aussi, et que vous êtes là au quotidien pour raccorder nos installations. C'est vrai que c'est une peur toujours de savoir quand est-ce qu'on va être raccordé pour nous dans la filière. Donc c'est vrai que ça marche bien sur certains côtés, il faut le dire. Sur la question du coût des taxes et du TURP, on a la question de... Bon, on pourrait très bien dire, compensez-les nous et donnez-nous des primes. Bon, nous, on préfère tout simplement que les pionniers soient exonérés pour lancer cette tendance. Ça revient à les compenser en appel d'offres, mais pourquoi complexifier ? Voilà. Donc il y a cette question clairement de faire en sorte que les pionniers arrivent à avoir un modèle économique beaucoup plus... qui soit déjà là aujourd'hui. Et pour l'autoconsommation collective, je dirais c'est ce message principal. J'en ai pour le résidentiel, mais je vais peut-être laisser la parole. Exactement. On va aussi y revenir à cet aspect résidentiel. Alors, peut-être un premier commentaire. Évidemment, vous le savez, ici, nous n'avons pas eu ce matin, et comme depuis quelque temps, de représentants de la direction de l'énergie, évidemment, des GEC, parce qu'évidemment, en plein changement politique, c'est compliqué. Donc là, on est aussi en train de parler, de parler aussi, de s'adresser quelque part à l'État, mais on transmettra les messages. Mais c'est important quand même de poser les bases, et on aura sûrement des commentaires, et toutes vos réunions vont pouvoir servir. Hervé L'Extrait, sur le cadre, peut-être le cadre tarifaire, un commentaire, et expliquez-vous peut-être le rôle que Enedis, c'est bien de rappeler aussi le rôle qu'Enedis joue, notamment sur la question de l'obligation d'achat. Oui, alors déjà effectivement le rôle du réseau vient d'être souligné. Merci Laetitia de l'avoir rappelé. L'autoconsommation ne se développera pas sans le réseau. Et donc, c'est des investissements massifs qu'il faut prévoir jusqu'en 2040 sur le réseau public de distribution, mais aussi sur le réseau public de transport. Nous, on a annoncé en 2022 une trajectoire financière de 96 milliards d'euros jusqu'à 2040. Dans ces 96 milliards d'euros, bien sûr, il y a tout le raccordement du solaire. Il n'y a pas que ça, il y a la résilience du réseau aux aléas climatiques. On a besoin d'avoir un réseau beaucoup plus robuste pour supporter les futures canicules et tempêtes. Et donc, effectivement, ça nécessite un financement. La transition énergétique ne se fera pas sans un financement du réseau. Et pour y arriver, il faut qu'on planifie le réseau, qu'on le planifie avec le réseau de transport. Ça doit être une planification coordonnée. C'est super important. On ne peut pas planifier du réseau de distribution dans son coin sans tenir compte du renforcement du réseau de transport. Et c'est en ça qu'on doit tous travailler ensemble pour décider où on investit, combien on investit, pour quelle capacité,
pour qu'on puisse anticiper l'avenir justement et poursuivre cette aventure et cette accélération du solaire. Voilà, donc cette planification, elle est essentielle. Ça concerne aussi l'autoconsommation, je me permets de le redire. Souvent, on entend dire que l'autoconsommation, ça permet d'économiser du réseau. Non, ça ne permet pas d'économiser du réseau. Quand on construit un poste source, quand on renforce le réseau de transport, on doit tenir compte aussi de l'énergie autoconsommée. Tout le monde comprend bien qu'on doit dimensionner à la pointe d'injection quand on a des installations de production qui injectent sur le réseau. Mais ce qui est moins intuitif, c'est qu'on doit aussi tenir compte des consommateurs qui baissent leur consommation en même temps. Voilà, donc c'est bien la somme de toutes les installations de production, y compris en autoconsommation, qu'on intègre dans nos hypothèses de dimensionnement. Et donc, voilà, je compte aussi sur la filière pour le rappeler. Et donc, Enedis aussi, comme les installateurs, eh bien, a besoin d'une filière industrielle qui est très forte. On a beaucoup de partenaires, de prestataires qui travaillent avec nous. Et on a lancé depuis 2 ans l'école des réseaux pour la transition écologique. Donc, on a 140 classes de lycées professionnels qui sont partenaires et qui forment des futurs techniciens, bac pro, bac plus 2, pour travailler justement dans les réseaux. Et on a besoin effectivement de nouveaux talents qui viennent travailler dans les réseaux pour raccorder justement toutes ces énergies renouvelables. Alors vous avez commencé à en parler et de toute façon on en reparlera parce qu'on aura une table ronde aussi en fin de journée avec Sylvie Morand qui développera aussi l'aspect formation, recrutement, parce que ça en fait partie, mais c'était bien déjà que vous l'évoquiez. En tout cas, vous voyez arriver de nouvelles demandes encore. C'est un flux, enfin ça y est, il va falloir le gérer, oui. C'est un flux qui ne cesse d'accélérer. Enfin, je pense cette année qu'on dépassera les 300 000 demandes. On était à 200 000 l'année dernière, donc voilà, c'est effectivement. Et bon, vous évoquiez effectivement le tarif, le S21. Oui. Il est évident que ce nouveau tarif, qui date de 2021, comme son nom l'indique, a été un véritable déclencheur des volumes de demande. Nous, notre rôle dans ce guichet tarifaire, il est simple. Les pouvoirs publics nous ont demandé de coupler la demande de raccordement avec la demande de contrat d'obligation d'achat. Donc on a ce rôle qui est un peu spécifique, qui est de traiter les demandes de contrat d'obligation d'achat. Et une fois qu'on les a comptabilisées, qu'on les a, comme on dit, qualifiées, on envoie ces informations à EDF Obligation d'achat, qui a en charge la gestion du contrat d'obligation d'achat. Donc voilà, ce rôle, on a réussi à l'automatiser en grande partie, à le simplifier avec votre aide, avec l'aide d'Enerplan notamment, avec l'aide d'EDF aussi, pour simplifier les formulaires, les informations à collecter pour faire ces demandes. Peut-être qu'il y a encore de la simplification qui est encore un peu possible, mais on a déjà fait pas mal de choses. Et puis on automatise beaucoup de choses. Avant, c'était des êtres humains qui traitaient une par une les demandes de contrats d'obligation d'achat et demandes de raccordement. Aujourd'hui, heureusement, on arrive à automatiser une bonne partie, la majorité. Donc, ce qui a permis aussi de franchir ce gap-là en termes de volume de demande. S'il y a une chose que je peux dire en tant que gestionnaire de réseau, donc qui voit arriver ces demandes, c'est qu'on a beaucoup de mal à gérer les à-coups et les pics de demande. Alors, il y a des pics qu'on connaît bien, qui sont des pics trimestriels. On voit arriver avant la fin du trimestre tarifaire un pic de demande. Donc ça, on arrive à peu près à les gérer. Mais vraiment, on a besoin d'un système qui soit le plus fluide, le plus lisse possible. J'entendais Daniel Bourg parler de développement harmonieux. Ça concerne aussi le lissage des demandes de raccordement. En 2022, il y a eu des à-coups sur le marché, et notamment sur les tarifs. Les tarifs ont tenu compte de l'inflation, sont mis à augmenter. Et là, d'un seul coup, on a vu 2 gigawatts sortir de notre fameuse file d'attente pour re-rentrer le trimestre d'après. Ça, très sincèrement, on ne sait pas gérer ce genre de choses. Donc voilà, c'est aussi un message pour les futurs tarifs ou les évolutions des tarifs d'obligation d'achat. Vraiment, veillons tous ensemble à ce que le système ne génère pas d'à-coups et soit le plus fluide possible.
Alors je disais, c'est vrai que là, ce matin, il n'y a pas la DGEC, mais Violaine Tarizo sera là cet après-midi sur la première table ronde, avec quelques questionnements qu'on peut avoir notamment sur le S24, mais là, évidemment, pour le moment, annoncer beaucoup de choses. Je ne sais pas si elle nous dira grand-chose, mais en tout cas, elle sera là et on pourra aussi lui transmettre tous les messages, si je puis dire. Alors, on poursuit, Baptiste Possémé, avec vous pour voir aussi un peu plus clair les freins que vous avez pu aussi identifier dans votre étude. Oui, alors... Mais il y a la question du le recrutement, justement, ça en fait aussi, ça en faisait partie, le point qu'on évoquait. Normalement, il doit marcher, le micro. Oui, il marche, voilà. Oui, en fait, quand on regarde au niveau européen, tous les pays n'ont pas forcément cette chance d'avoir justement un acteur comme un grand acteur qui prend ses 95%, je pense, à peu près, des clients raccordés au niveau national. Et dans d'autres pays, je pense en particulier à l'Allemagne, mais il y en a d'autres, il y a un gros problème de mutualisation des efforts de gestion de la donnée, de gestion des systèmes informatiques. C'est une des grosses recommandations à faire qu'on a fait en tout cas au niveau des DSO, des gestionnaires de réseaux de distribution, pour améliorer la fluidité dans le cas des pays où il y a une disparité des gestionnaires de réseaux de distribution. Un autre cas qui revient bien entendu partout, des interviews qu'on a pu mener, de la recherche qu'on a pu faire, c'est la simplification administrative. Enfin, tout le monde le répète, hein, c'est pas une surprise. C'est le fait d'arriver, au moins pour certaines puissances, pour les plus petites puissances, à avoir des processus plus fluides. Des exemples qui avaient été remontés, j'ai en tête la Lituanie par exemple, qui est un tout petit pays aujourd'hui en termes d'autoconsommation, mais qui se développe, qui a beaucoup accéléré ces 2-3 dernières années, et notamment qui a mis en place des processus très simplifiés pour ce qui s'appelle les micro-générateurs, les petites installations. Les Pays-Bas, où notamment il y a un système de priorisation, l'échelle Solar Ladder, de priorisation des installations qui est par un cadastre en amont. Et donc c'est quelques bons exemples qu'on a mis en avant justement, et c'est une demande récurrente de tous les États membres, je pense qu'on peut le dire de manière sans prendre trop de risques. Un point, je ne sais pas si on va y revenir un peu plus derrière aussi, c'est des recommandations au-delà du développement des capacités en autoconsommation, c'est de l'augmentation de l'autoconsommation. Aujourd'hui, alors on a des taux d'autoconsommation extrêmement variables, donc la part de l'énergie consommée qui est consommée à partir des panneaux solaires. On pourrait parler d'autoproduction aussi par rapport à la part qui est produite, mais on a des taux extrêmement variables et en fait qui dépendent de plusieurs facteurs, notamment dans des pays qui n'ont pas de rémunération de l'électricité excédentaire. On se retrouve avec des taux d'autoconsommation très forts, mais tout simplement parce que les résidentiels ont tous quelques panneaux pour éviter justement de se retrouver avec une équation, ce qui bénéficie pas forcément au système en fait. On se retrouve avec des capacités installées qui sont beaucoup plus faibles. Certes, on a un meilleur taux d'autoconsommation, certes, on injecte moins sur le réseau, c'est peut-être, alors à voir avec Enedis, mais c'est peut-être plus bénéfique pour le gestionnaire de réseau de distribution, même si je comprends que ça génère des coûts. Mais en tout cas, c'est pas toujours la bonne solution. Et on parlait des batteries un petit peu au début. Les batteries, dans les pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, se développent énormément. Aujourd'hui, les systèmes PV plus batteries résidentielles, c'est une très très grosse majorité des systèmes résidentiels installés en Allemagne. Il y a eu un fort développement, notamment en Italie, porté par des aides d'État, des aides à l'achat tout simplement. Mais aujourd'hui, avec l'augmentation des prix de l'électricité, l'équation économique, elle est là dans certains pays. Elle n'est pas forcément tout le temps là en France. Moi, les retours, alors je pense que certains auront peut-être des retours du terrain à faire, c'est qu'en France, ça reste encore beaucoup plus mitigé. Par contre, typiquement, Allemagne, Italie, alors sortir un petit peu de l'Union européenne au Royaume-Uni, on a des cas d'usage qui sont clairement là aujourd'hui économiquement. Et on pourra rebondir sur d'autres points encore. J'en profite parce qu'il y a des questions qui m'arrivent en ligne, mais je ne vous oublierai pas vers la fin plutôt à ceux qui sont présents dans la salle. Repassez peut-être le micro à Hervé Nextreb s'il y a une question. Si ce n'est qu'à 4% de bâtiments solarisés, est-ce que Enedis se rend compte j'imagine, oui, de l'accélération nécessaire pour passer à 30%? Alors, j'ai beaucoup parlé de financement de réseau depuis ce matin, donc ça signifie effectivement qu'on se rend compte des besoins en investissement sur le réseau pour pouvoir continuer
solariser les toitures, mais aussi les parcs solaires au sol. Et je reprends le mot de harmonieux de Daniel Bourg ce matin. Un développement harmonieux signifie aussi qu'on tienne compte des capacités d'accueil du réseau. Et aujourd'hui, on a quand même une grosse concentration de solaire dans le sud-ouest qui peut commencer à produire certains effets qui sont difficiles à gérer, sur le réseau de transport notamment, des tensions hautes. Quand on a beaucoup de production qui se concentre à un endroit, eh bien, on a des phénomènes de tension haute qui peuvent être préjudiciables pour les consommateurs. Donc ça nécessite d'investir pour résoudre tout ça. On se compare souvent à d'autres pays. Je vous invite à aller regarder ce qui se passe aux Pays-Bas. On ne peut plus raccorder d'installations solaires aux Pays-Bas, puisque on a oublié qu'il fallait renforcer le réseau avant d'accueillir toute cette énergie solaire. Donc voilà, nous on a la chance de partir d'une situation en France qui est saine, avec un réseau robuste. Néanmoins, il va falloir aussi développer ce réseau de façon harmonieuse avec le solaire, avec l'éolien. Et donc oui, pour passer à 30%, il va falloir des moyens financiers pour y arriver. D'ailleurs, on va parler, je vais passer la parole à David Marchal. La seule chose, c'est qu'il y a un stock de micros par là-bas, il faut repasser par ici. Merci beaucoup à David Marchal pour réagir à cette question de réseau. Quelqu'un a fait remarquer en ligne, qui nous suit, autoconsommation collective et résilience des réseaux. C'est une synergie de bon sens. Vous menez aussi des études à l'ADEME sur les réseaux ? Oui, alors on a une étude en cours effectivement sur l'impact de l'autoconsommation sur les réseaux. Les travaux sont en cours, donc je peux rien en dire. Ce que je voudrais quand même nuancer par rapport à ce que dit Hervé et que je comprends bien sur l'histoire de plans de tension, etc., c'est qu'on n'est pas dans un monde statique et qu'on a des objectifs de décarbonation du mix énergétique avec un développement de la consommation d'électricité qui va s'accélérer pour d'autres raisons. Le déploiement des véhicules électriques, l'électrification du chauffage, le déploiement de climatisation parce qu'on est sur une trajectoire d'augmentation de la température malgré tous les efforts qu'on peut faire, qui vont donc... on ne va pas se passer de climatisation quelque part. Alors, dans un certain nombre de cas, il y aura de la climatisation. L'ADEME a publié un avis sur ce sujet au début de l'été. Effectivement, la climatisation va se développer. Et dans ce contexte-là, je pense qu'on peut aussi considérer l'autoconsommation comme un accompagnement, quelque part, de la décarbonation des usages de l'énergie. Et je pense qu'il serait intéressant de comparer un monde où on ne fait que déployer ces nouveaux usages de l'électricité sans autoconsommation et un monde où on déploie ces nouveaux usages de l'électricité avec autoconsommation. Moi, je ne suis pas certain qu'on puisse... c'est juste pour relativiser, Hervé, les surcoûts, l'investissement dans le réseau qui est absolument nécessaire, mais il est aussi nécessaire pour électrifier et j'espère en tout cas que l'autoconsommation va permettre de limiter ces coûts. Pour moi, il y a des choses extrêmement importantes, des inflexions à prendre sur ces nouvelles consommations d'électricité, qu'il s'agisse des climatiseurs, qu'il s'agisse des véhicules électriques. On n'entend pas assez parler aujourd'hui de l'importance de piloter la charge d'un véhicule électrique en fonction des signaux tarifaires, en fonction de la production solaire. Moi, je pense véritablement qu'il faudrait passer un braquet au-dessus par rapport à ça. Est-ce qu'il faut asservir systématiquement une recharge électrique à un contact sec de Linky pour qu'elle se fasse en heures creuses qui sont aujourd'hui la nuit, qui seront demain en pleine journée avec les pics solaires? Est-ce qu'il faut laisser plus ouvert ce système avec des acteurs qui vont le faire via des smartphones, on va dire, sans forcément passer par l'infralinky? Je sais qu'il y a des débats sur ce sujet-là. En tout cas, au-delà de ces débats, ça me semble vraiment important qu'on puisse accélérer et qu'on puisse mettre en relation ces nouvelles consommations, notamment quand elles sont flexibles, parce que les batteries, moi je préfère qu'elles soient dans les voitures qu'elles soient installées dans les maisons. On a quand même un impact environnemental des batteries qui est significatif et j'invite tous les acteurs à réfléchir aussi en termes d'impact. Je sais que vendre des batteries, c'est du business et ça permet d'accroître le taux d'autoconsommation. Mais si on a des batteries dans les voitures, autant qu'elles soient utilisées pour profiter des pics de production solaire. Alors, puisque vous parlez aussi de flexibilité, ça permettra...
Voilà, il y a eu un applaudissement. Ça permettra de repasser la parole tout à l'heure à Laurine. Mais David Marchal, la question de la flexibilité, pour vous aussi, ces enjeux-là sont typiquement liés à l'autoconsommation et permettent aussi finalement d'agir, d'engager aussi peut-être aussi des collectivités dans cette démarche ? Disons qu'on a des forts besoins de flexibilité à l'avenir. Enfin, c'est évident, hein, quand on parle de 18 millions de véhicules électriques à l'horizon 2035, qu'on soit à 18, qu'on soit à 15, quand on parle d'un accroissement du nombre de climatiseurs, si je reprends ces exemples, forcément, on va avoir des pics à la fois... il faut éviter des pics de consommation, il faut éviter que tout le monde recharge son véhicule le soir en rentrant, y compris en hiver, et on va avoir, si on se projette dans un monde avec 100 gigawatts de photovoltaïque à l'horizon 2050, on va avoir un petit problème de pointe au mois d'août pour absorber cette puissance. Donc bien entendu, il faut développer la flexibilité des usages de l'électricité. C'est grâce à ça qu'on pourra développer les énergies renouvelables à moindre coût, profiter de ces heures de prix bas. Alors l'autoconsommation collective et le rôle des collectivités, moi je suis tout à fait favorable. On a un guide sur le sujet qui est en cours de finalisation, en attente de publication, qui est plus un guide qui a essayé d'explorer les problèmes juridiques, parce qu'effectivement il y en a. Voilà, donc on va pouvoir prochainement publier ces travaux. Voilà, il y a beaucoup de travaux à suivre. Alors, on a bien vu autour de l'étude sur les réseaux, l'avis de l'ADEME aussi sur les besoins en froid et ce dont vous venez de parler autour des collectivités. Alors, Laurine Gagliolo, vous voulez réagir déjà à tout ce qui a été dit et commencer à être évoqué. Bon, vous avez soulevé deux points qui étaient un peu complexes pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie aussi de mettre en avant sur la démarche d'une collectivité sur ce sujet ? Moi, je me retrouve beaucoup dans les propos qui consistent à dire que l'autoconsommation est aussi un outil de pédagogie, on va dire. C'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui ont été biberonnés à l'énergie nucléaire et donc finalement faire tourner son lave-vaisselle la nuit, son sèche-linge, etc. la nuit, c'est une évidence pour tout le monde. Passer dans des systèmes d'autoconsommation collective, c'est aussi visibiliser le fait que les besoins en énergie sont différents, qu'on parle d'une entreprise, d'un habitant, etc. Et là-dessus, c'est à mon sens le projet de la commune de Pirée sur le territoire qui est extrêmement parlant, puisqu'on a la commune qui équipe ses bâtiments municipaux, des entreprises qui équipent leurs toitures et qui mettent le surplus au pot commun, et des habitants qui font de la commande groupée de panneaux solaires pour faire des économies d'échelle et qui à terme aimeraient aussi reverser leur surplus dans l'opération d'autoconsommation collective initiée par la commune. Donc dans ce genre de démarche, ça permet à tout le monde de se rendre compte que finalement on a besoin de réinventer aussi nos usages. Et puis sur le projet des Andiers dont je vous ai parlé au départ, donc on a tout un travail aussi avec Opal sur un outil de gestion de cette autoconsommation collective pour facturer, pour gérer la répartition de la production entre les différents consommateurs. Donc je crois que c'est un outil que vous aurez l'occasion de découvrir dans les ateliers, puisque c'est l'outil Oyo Communities. Et donc par cet outil aussi, on va chercher à sensibiliser les consommateurs sur finalement le moment où ils consomment, le moment où ils produisent. Et je le vois vraiment, cette démocratisation de l'autoconsommation collective comme une manière d'aller parler sobriété avec les gens et d'aller parler comment vous pouvez adapter un peu vos consommations d'énergie pour autoconsommer un maximum et puis diminuer aussi vos consommations au sens large. C'est un bon exemple, parce que Laetitia disait on ne connaissait parfois pas encore assez l'autoconsommation, donc c'est important comme ça de faire de la pédagogie. Parler aussi d'autoconsommation individuelle avec quand même la différence, vous avez commencé vous l'évoquiez tout à l'heure, entre quand même le résidentiel et quand on est aussi dans une entreprise, c'est pas du tout les mêmes problématiques, hein, Laetitia. Oui, tout à fait. Et je voulais quand même renfoncer le clou sur cette question de la flexibilité. Enfin, en fait, si vous voulez quand même plus de flexibilité côté consommation, mettez plus d'autoconsommateurs, parce que c'est ceux qui se rendent le mieux compte qu'on a un vrai potentiel de consommation de l'énergie solaire. Donc vraiment, le développement de l'autoconsommation va avec la flexibilité de la consommation, et c'est presque un bon moyen d'atteindre une flexibilité de la consommation. Donc ça, c'était juste pour bien signifier. Juste sur la question des batteries aussi, je voulais rebondir, parce qu'il y avait quand même cette question d'opposer des véhicules électriques bidirectionnels avec les batteries stationnaires. En fait, c'est quand même un marché qui va ensemble, puisqu'on a souvent des batteries de seconde vie en stationnaire, et la plupart des batteries actuelles sont des batteries de recyclage des véhicules électriques. Donc en soi, c'est les opposer, David, non? C'est juste que je vous vois réagir. Non, enfin,
bien entendu, il y a certains intérêts au développement des batteries en stationnaire. Il peut y avoir un intérêt économique, il peut y avoir un intérêt effectivement en réinjection. Enfin, bien entendu, il peut y avoir un intérêt. Simplement, effectivement, je ne connais pas le pourcentage des batteries stationnaires qui sont des batteries de seconde vie. Voilà, j'invite à s'interroger sur le bilan environnemental global de l'opération. Voilà, c'était juste pour refaire le point, donc vous pouvez reprendre la parole, Laetitia. Et puis tout le monde n'a pas 30 000, 40 000 euros à mettre dans un véhicule électrique, alors qu'une batterie, c'est 1 500. Donc forcément, on a aussi deux types de marchés. Des personnes qui veulent se dire, finalement, je ne peux pas consommer autant que ce que j'ai en solaire à midi, mais j'aimerais bien en profiter à 18h. Et qui peuvent mettre 1 500 euros, mais pas 30 000. Donc ça, c'est pour dire, il n'y a pas d'antagonisme pour moi sur la question des batteries. Et évidemment, sur les particuliers, il y a une vraie appétence. Alors aujourd'hui, on parlait de modèle économique. On redisait que dans nos voisins, le modèle économique est là. En France, aujourd'hui, c'est compliqué. Et c'est notamment une de nos propositions de réfléchir peut-être à une TVA réduite pour introduire une espèce de prime au fait d'avoir des batteries en même temps que son panneau photovoltaïque. J'étais en train d'y penser. Donc une TVA 5,5, c'est ça ? Et quand on parle de TVA, nous, pour redire, nous aussi, on aimerait avoir une harmonisation sur l'autoconsommation parce qu'on a cette barrière pour le résidentiel. Ah, vous voulez mettre 2 kilos ? Oui, c'est TVA 10%. Vous voulez mettre 6 kilos ? Non, mais qu'est-ce que vous faites ? C'est 20% cette fois. Donc ça c'est vraiment incompris parce que vraiment, il n'y a pas de raison technique d'avoir cette barrière à 3 kilos aujourd'hui. D'ailleurs, on voit bien que c'est le taux moyen, enfin la quantité moyenne de panneaux a vraiment augmenté et s'est déplacée plus au-delà de 3 kg maintenant. Et donc ça n'a pas de sens, 10% à 3 kg. Il faut vraiment revenir là-dessus parce que c'est une vraie complexité à faire comprendre aux clients. 10% personne ne comprend parce que dans la rénovation, c'est toujours 5,5. Alors pourquoi nous qui faisons aussi de la baisse de tirage de réseau, on n'est pas à 5,5 ? C'est compliqué quand on est dans la rénovation galopable, on fait tout à 5,5. Mais non, attendez, le photovoltaïque, je l'exclus. Ah bon. C'est rien que pour un architecte, il y en a plein qui se trompent et qui sont obligés de refaire leur facture. Donc il faut y penser quand même. Donc ça, c'est le point de la simplification aussi. Je pense que c'est un autre point important. On parlait TVA, flexibilité, mais le dernier point vraiment c'est sur la simplification. Je vous jure que quand je suis allée en Espagne et qu'on m'a dit mais en fait, vu que vous êtes déjà consommateur, vous allez voir votre fournisseur et c'est tout. Et donc il n'y a pas de demande de raccordement, il n'y a pas de passer à la mairie pour de faire une déclaration préalable. En fait, il n'y a rien. Mais moi, ça me fait rêver. On fait ça quand ? Alors, Baptiste Possémé pour réagir. Juste, vous n'avez pas... si, entre le résidentiel et l'entreprise, finalement, on a perdu le fil du sujet, comme j'ai repassé la parole à David entre-temps. Juste revenir sur ce sujet, mais c'est pas grave, c'est ma faute. Oui, Laetitia, puis après, on va réagir. Donc, au-delà du résidentiel, oui, c'est ça. Oui, sur l'autoconsommation individuelle, je voulais quand même noter qu'on n'est pas ridicule. On a quand même 25% de nos demandes 100-500 qui sont en autoconsommation. Alors moi, ça m'a presque étonnée parce que j'avais pas vraiment conscience de ça. Mais du coup, on voit une vraie accélération. Ça va être presque 500 MW d'autoconsommation sur des professionnels individuels cette fois. Et donc c'est pas négligeable. Donc alors forcément, c'était plus fort quand les prix étaient élevés pour eux. Donc il risque d'avoir un peu cet effet yo-yo du marché, du prix de marché, je veux dire, de l'électricité classique. Mais c'est un vrai potentiel. Et sur vraiment, on pense que sur ce segment-là en particulier, le fait de considérer uniquement le tiers investisseur comme signataire de l'obligation d'achat et du contrat de raccordement, ça aiderait. Alors pour l'instant, on a des attestations sur l'honneur. Enfin, c'est compliqué, on peut le faire, mais c'est compliqué. Si on pouvait simplifier, ça serait un vrai potentiel pour ce segment. Et ça me fait rebondir aussi sur la PMO, la personne morale organisatrice. Là aussi, ça a l'air encore complexe. Laurine l'évoquait. Ah non, mais vous ne savez pas d'où on partait. Enfin, franchement, en 2015, on a enfin réussi à parler autoconsommation collective et que le décret en 2017... François Hollande n'arrivait même pas à le signer en tant que président de la République, alors qu'il avait écrit vous êtes sous le même, en aval du même poste source, ce qui était franchement inopérant pour nous. Vous vous rendez compte de l'opposition qu'on a sur l'autoconsommation collective. Donc ça s'est amélioré. Aujourd'hui, un bailleur social peut être PMO sans créer une entité secondaire. Les collectivités, on n'a plus besoin de créer de régie. Enfin, on commence petit à petit à détricoter ça, à agrandir. Est-ce qu'on va passer de 3 mégas à 10 mégas cette année ? Pourquoi pas ? On a en fait la possibilité d'aller jusqu'à 20 km au lieu du périmètre de 2 km en ville. Bon, ça s'améliore. Donc
faut pas désespérer. Hein, on sent qu'il y a... ça fait 7 ans quand même. Hein, mais en bout de 7 ans, c'est mieux. Et disons que j'espère que dans 2 ans, ça sera excellent. Voilà. Baptiste Possémé, vous voulez réagir? Alors aussi à la structure d'aide, puisqu'on parlait aussi de l'accompagnement, puis d'autres choses, allez-y. Hein. Non, juste pour réagir sur cet aspect justement de complexité administrative, un point qui est quand même relativement récent en termes de développement, qu'on voit beaucoup en Allemagne, qui pour moi est encore assez prémisse en France, un peu en Italie, c'est l'autoconsommation non déclarée tout simplement. Je pense en particulier au PV sur balcon, au système qui s'accroche directement à un balcon, branche ça à une prise. Comme des kits solaires en fait. Exactement. Et en fait, les estimations, alors forcément, par définition, c'est rarement déclaré, donc les chiffres déclarés sont bien en dessous des installations réelles. Les estimations que j'avais pu voir tourner sur l'Allemagne, par exemple, on pourrait atteindre le 1 giga de capacité installée cumulée sur l'ensemble du pays, de petites installations d'un ou deux panneaux. Et en fait, ça, peut-être qu'Hervé, vous avez un élément à apporter là-dessus, mais je pense que ça peut faire porter un risque fort au GRD en termes d'anticipation en fait, de la production, de la consommation, de variabilité des profils de consommation. Et c'est directement... Ça va de pair avec une trop forte complexité justement de raccordement, en particulier sur certaines petites installations. Et Hervé Lestrey pourra réagir. Et juste un mot aussi, l'évolution, la structure d'aide aussi, parce qu'on parlait aussi d'un cadre tarifaire, notamment d'une baisse de la TVA, quelque chose que là, je mélange les deux, mais en tout cas baisse de la TVA de la part de Laetitia, ça c'est des choses que vous avez étudiées un peu aussi au cas par cas, les pays? Oui, après au niveau européen, la France fait plutôt figure d'exception dans son modèle, dans le sens où aujourd'hui, le sujet au niveau européen est beaucoup autour de la sortie des tarifs en net metering. Depuis 2023, par exemple, il y a une directive européenne qui oblige les États à pu proposer de systèmes de net metering, à passer à des... Il y a un passage donc, des systèmes de rémunération d'injection, comme ça peut être le cas aujourd'hui en France, soit un tarif fixe, soit un tarif qui est calculé, c'est le cas en Espagne, c'est le cas au Portugal, par exemple, qui est calculé sur la moyenne des prix marché, pour inciter justement le consommateur à injecter à des moments où, c'est pas forcément à l'heure d'ailleurs, ça varie selon les pays, selon les cas d'usage, mais pour inciter justement à injecter à des moments où il y a un besoin, c'est poussé par un signal marché tout simplement. Et donc là-dessus, le fait d'avoir un tarif d'achat fixe de l'énergie achetée qui n'est pas, qui est indirectement en tout cas corrélé à ces prix, ça existe en Allemagne également, mais par contre, c'est pas forcément le plus répandu aujourd'hui au niveau européen. Alors, ce que je peux proposer, Hervé Lestrey, si vous voulez réagir, Laurine et David Marchal, on va dire un dernier tour de table avant de passer aussi la parole, j'allais dire, à la salle, si vous avez aussi des questions à poser à nos intervenants. Est-ce que vous voulez compléter quelque chose les uns les autres? Oui, Laetitia aussi, allez-y, profitez. Non? Laetitia veut dire quelque chose, je crois. Alors, allez-y, Laetitia. Je voulais juste redire bien sur la PPE, parce qu'on a une ministre qui nous a dit que c'était vraiment une priorité sur les prochains mois. Alors, c'est important pour nous aussi, je l'avais dit, sur l'autoconsommation en général, mais même sur le résidentiel en particulier. On se retrouve à avoir dans l'arrêté tarifaire un objectif cible de 200 MW pour le résidentiel par an, enfin 0,2 gigawatts, mais on dépasse déjà le giga. Donc, faut m'expliquer si c'est que ça veut dire qu'on voudrait pas d'autoconsommation résidentielle ou si en fait on veut le favoriser. Enfin, en tout cas, ça soit clarifié. Voilà, c'est précisé. Est-ce que vous avez des questions? On va vous passer un micro dans la salle, donc n'hésitez pas, vous levez la main, vous vous présentez. On n'a pas un éclairage très fort, donc on ne voit pas toujours très bien, mais c'est parfait. Voilà, allez-y, je vous en prie. Bonjour, Audrey Zermati du groupe EFI. Je voudrais rappeler une enquête qu'on a fait il y a quelques mois. 80% des autoconsommateurs en résidentiel passent à l'autoconsommation pour des questions de réduction de facture. Et évidemment, vous avez bien fait le lien entre le fait qu'il y ait une augmentation du prix de l'électricité et donc de la facture d'électricité et l'emballement de l'autoconsommation en France. J'entends beaucoup, effectivement, Emmanuel Vargon l'a rappelé ce matin, Hervé Lestrey le rappelle aussi beaucoup dans la table ronde, sur l'impact sur les réseaux et donc sur le coût pour les réseaux. Et donc le coût pour les réseaux, on va se le dire, c'est un impact sur la facture de l'autoconsommateur demain. Et donc je voudrais vraiment qu'on ait un peu en tête, pour pas avoir l'année prochaine à la 8e université de l'autoconsommation, qu'on puisse pas se dire « Ah mince, en fait, effectivement, d'avoir augmenté le TURP et donc la facture
sur cette partie-là, en fait, on a décroché sur l'autoconsommation solaire en France. Parce que pour vous dire, nous, on a des milliers de clients au téléphone tous les mois. Ce sujet-là est extrêmement sensible. Donc si on commence à leur dire, vous allez avoir une augmentation de la facture parce qu'il y a une augmentation des tarifs de transport, augmentation de la facture pour d'autres effets aussi, parce qu'on va avoir des sujets certificats d'économie d'énergie, le TS2 demain, enfin plein de sujets. Voilà, donc juste ce petit point qu'on l'ait bien en tête quand on parle d'impact sur les réseaux. Je trouve ça intéressant que David Marchal ait rappelé que l'autoconsommation, ça amenait aussi des effets, mais c'est vrai qu'on parle toujours en quoi ça impacte et on ne dit pas en quoi ça ramène et comment on rémunère le fait que ça a des effets positifs. Voilà. Vous avez bien fait de le souligner. On l'avait noté aussi dans les sujets évoqués. Il y a évidemment la question de la facture d'énergie, la précarité énergétique aussi qui tient à cœur, on va dire, d'Enerplan sur ces sujets-là. Qui veut éventuellement réagir, David ? Peut-être, c'est vrai qu'on n'a pas encore donné vraiment de chiffres sur le sujet. Nous, on a une étude qui sortira en janvier prochain sur les coûts de production des différentes énergies renouvelables. Donc, j'ai pas encore des chiffres complètement à jour, mais c'est vrai que les panneaux solaires ont des prix qui ont été divisés par 2. Alors, le panneau n'est qu'une petite partie de la facture. Les prix de l'électricité, il y a le CGDD là, qui a publié très récemment les prix de l'électricité pour les particuliers, pour les entreprises. Donc on est à 235 € par mégawattheure pour les particuliers, à peu près 205 € pour les entreprises. Ça, c'est le prix de l'électricité. Et des coûts de revient du solaire qui sont bien en deçà. Alors, chez les particuliers, pas tant que ça en deçà. Et là, je rejoins Audrey, effectivement, la marge et l'amortissement d'une installation chez les particuliers, quand elle est posée correctement par des installateurs, etc., n'est pas si importante que ça. Je pense qu'il y a des grands écarts entre le kit solaire dont on parlait tout à l'heure, là, qu'on trouve à 2 000 €, les 3 kW à brancher soi-même, presque à installer soi-même, et des installations qui seront faites par des artisans. Ça, c'est sûr que c'est des grands écarts. Ouais, enfin, voilà, je pense que c'est important de rappeler cette compétitivité, cette visibilité dans la durée aussi qui font que les consommateurs particuliers et industriels choisissent l'autoconsommation. Du PV en toiture industrielle aujourd'hui, c'est moins de 100 € par mégawattheure. Donc là, véritablement, pour ce type de consommateur, je le redis, ça n'accélère pas assez vite par rapport aux bénéfices et à la rentabilité de ces installations. Merci pour cette précision. Je crois qu'il y a une autre question. Alors, il y a une question là qui est venue en ligne. A-t-on des infos sur l'après S21 et sur le S24 ? Je pense qu'ici, sur scène, pas spécialement de réponse. Nous aurons Violaine Tarizo aussi. Ah si, quand même. Voilà, parce que Violaine Tarizo de la DGSE aussi nous fera un point. Mais allez-y, Laetitia, si vous avez quelque chose. Juste sur l'après S21, ça me pose question comme question en soi. Donc le S21, c'est vrai qu'on a eu cette question de la menace du 100-500. Je pense que c'est à ça de repasser en obligation d'achat, en appel d'offres, plutôt qu'en obligation d'achat par le S21. Voilà, évidemment, dans des questions de contraintes budgétaires, cette question pourrait revenir. Néanmoins, on n'est pas en train de planifier l'après S21. Il y a aussi d'autres options qui sont sur la table qu'il faut clarifier, et notamment, au final, ne serait-ce que le budget. Parce que ça, c'est un point important qui peut être dimensionnant. Et sur le S24, on a eu déjà un passage au Conseil supérieur de l'énergie, mais tant qu'il n'y avait pas de ministres qui pouvaient signer, c'était pas considéré comme une affaire courante. Donc on espère que ça ira vite maintenant. Peut-être d'ici la fin de l'année, en tout cas, Violaine Tarizo pourra peut-être nous donner des précisions cet après-midi. Allez-y pour votre question, je vous en prie. Bonjour, monsieur Cocha, société CME, groupe CME, installateur, divers et variés. Une analyse a été faite sur tout le besoin du marché européen du photovoltaïque. Mais est-ce qu'il y a une analyse au niveau de la complexité des installations, des demandes techniques, assurance, tout ce qui est normative, la complexité, est-ce qui a été analysé par différents États? Oui. Alors, j'ai pas forcément le détail état par état en tête. Par contre, justement, comme je vous disais, le rapport qu'on a fait, il est public. Si vous pouvez venir me voir après, je vous passerai le lien. Mais on détaille justement l'analyse qui a été faite état par état sur les principaux freins et notamment les freins administratifs qui ont été relevés. Merci. Vous pouvez donc venir voir Baptiste qui peut vous renvoyer sur le lien au moment de la pause. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous sont venues entre-temps? Voilà, monsieur a la main levée.
Allez-y. Bonjour, Amaury Pachurka, société Swin. On a parlé tout à l'heure du véhicule to grid. Donc effectivement, c'est tout à fait logique d'avoir des batteries utilisées à deux endroits différents. Par contre, je voulais savoir un peu ce que l'ADEME a engagé comme travaux, parce que dans véhicule to grid, il y a véhicule, et c'est pas les installateurs de panneaux solaires qui vendent les véhicules, mais c'est bien les concessionnaires et surtout les fabricants, les constructeurs. Est-ce qu'il y a des démarches qui sont engagées vis-à-vis des constructeurs sur ces sujets-là, pour une espèce d'harmonisation? Parce que on est opérateur de bornes véhicules to grid, on doit avoir les 2 ou 3 seules bornes véhicules to grid en France sur le réseau Enedis. Sauf que derrière, aujourd'hui, on n'a plus de véhicules, on n'a plus de bornes. Voilà, merci. Merci à vous. Allez-y, David, si vous avez une réponse. Alors, je ne parlais pas tant du véhicule to grid, même si Laetitia a réagi sur le véhicule to grid, que tout simplement de la recharge intelligente des véhicules, charger son véhicule au bon moment par rapport à des signaux prix, par rapport à de la production renouvelable. Ça me semble prioritaire et pour le coup plus facile à faire que le véhicule to grid, qui peut avoir un autre intérêt. Je ne crois pas qu'on ait de travaux particuliers sur le sujet, même si, comme vous le dites, la difficulté quand même dans ce monde-là d'avoir des normes communes ou des positions communes des acteurs, eh bien qu'on est à la frontière de différents mondes, le monde de l'automobile, le monde de l'énergie, le monde du smart, avec les GAFA, etc. Enfin, on est dans le monde du numérique. Et je pense que la position des différents acteurs par rapport à ça est pas claire. Il y aurait intérêt sans doute à avoir des coalitions d'acteurs qui poussent dans le même sens pour faciliter cette flexibilité des véhicules. Je pense que, il me semble que j'ai entendu que Renault allait proposer une offre là sur sa R5, là, il me semble, de raccordement avec une offre tarifaire. Ça, c'est plutôt dans le domaine, on va dire, privé. Et on voit que chaque acteur essaye quelque part de gagner en part de marché, en chiffre d'affaires, en business par rapport à d'autres. C'est malheureusement, c'est très bien comme ça, mais malheureusement, ça ne pousse pas forcément à la convergence des systèmes et des normes. Une question, merci. Une question, allez-y. Oui, Soual Nazi, UM. J'ai une petite question. Ça fait quelques temps, notamment cet été, où je suis assez attentif des prix du spot, et on voit que là tout l'été ça a été très impactant, et même en septembre où la prod PV a tendance un peu à diminuer, on a des prix entre midi et 17h qui sont quasi systématiquement en dessous de 15 € du mégawattheure, voire des prix négatifs. Alors ça va surtout concerner plutôt les clients qui sont concernés par les offres de marché. On sait qu'entre les prix du spot d'aujourd'hui et potentiellement les prix sur la facture des clients, avec les effets d'achat à terme, etc., il y a un décalage qui se fait dans le temps. Mais si la tendance venait à se confirmer d'un prix du spot qui est fortement impacté par la production renouvelable, et dans le cadre le contexte, la tendance globale de l'augmentation du PV, qui représente même, sur 16 heures, ça peut représenter que 10 ou 20% de la prod totale, de la prod totale du système électrique français. Vous en avez parlé, j'imagine que vous allez évoquer les systèmes de flexibilité, les batteries qui permettent un peu de fixer, de régler ces problèmes, et je ne suis pas sûr que de manière macro, à court terme, ça puisse répondre à la question. Est-ce que vous avez une inquiétude particulière par rapport à ça, ou à un moment donné, la comparaison du coût photovoltaïque se fera avec ces tarifs qui sont extrêmement bas et qui ne sont pas les tarifs de 19h en pointe d'hiver, quoi. Merci. Quelqu'un veut répondre à cette question d'inquiétude autour du coût? Je pense que ça... Je te laisserai compléter. Je pense que c'est une problématique globale à la filière, puisqu'on a une sorte de cannibalisation là. Et effectivement, il est important, alors soit que de la flexibilité se mette en place, soit que des usages se placent à ces moments-là. Alors il faut voir... Je pense que c'est des structures de prix qui s'installent dans la durée et qui vont faire que les comportements des acteurs vont évoluer. On est dans un marché, a priori, s'il y a de l'électricité pas cher, il y aura des consommateurs pour vouloir la consommer. La question, c'est effectivement quelle est la durée et comment je rentabilise un investissement sur éventuellement uniquement quelques dizaines, quelques centaines d'heures. Mais
parmi les usages, enfin on n'a pas parlé de l'industrie, hein, mais on a aussi aujourd'hui quand même une grosse vague d'électrification de l'industrie. Dans l'électrification de l'industrie, il y a des choses compliquées avec de l'hydrogène, etc. Il y a aussi des choses simples avec des résistances électriques qui peuvent aussi se substituer à du gaz temporairement. Donc j'imagine que ça, c'est des choses qui vont aussi se résoudre dans la durée par le développement d'usages flexibles. Hervé Lextrait aussi, vous voulez répondre ? Oui, j'abonde dans ce sens. Effectivement, ces phénomènes de prix négatifs, ils ne seraient pas graves s'ils étaient rares. C'est comme des pics de prix, c'est pas grave si c'est rare. Quand ça s'installe de façon chronique dans l'équilibre offre-demande, puisque ces prix sont le reflet de l'équilibre offre-demande, ça va poser un problème sur le moyen terme, sur les capacités des industriels à investir dans de nouvelles installations de production. C'est le reflet aussi de la situation à un moment donné, et là ça fait maintenant 2 ans de suite, où l'Europe a une électricité renouvelable qui est abondante, alors que la consommation en Europe ne se redresse pas au rythme où on l'espérait. Tout le monde espère la réindustrialisation du pays, effectivement, avec une croissance de la consommation et aussi un transfert d'usage pour décarboner l'industrie. Ça n'arrive pas assez vite. Or, l'électricité est là. Et on se retrouve avec ces phénomènes de prix négatifs qui peuvent, in fine, avoir effectivement une incidence sur l'équilibre offre-demande et donc sur la sûreté du système électrique. Donc c'est pourquoi notamment RTE en parle beaucoup dans ses prises de parole pour essayer de compenser ça par différents moyens, et les écrêtements de production renouvelable en sont un. Nous allons aussi contribuer à limiter ces effets en revoyant nos régimes d'heures pleines, heures creuses. Donc David parlait effectivement d'une évolution de ces heures pleines, heures creuses sous l'égide de la CRE, avec probablement davantage d'heures creuses en été pendant la journée pour inciter les consommateurs à consommer pendant ces heures, et donc ça aura aussi comme effet de limiter ces effets sur les prix négatifs. Laetitia va ajouter quelque chose ou allez-y, parce qu'on arrive presque à la fin de la table ronde. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment, mais il va y avoir une pause, vous pourrez continuer à échanger, mais on peut faire un dernier tour et faire chacun un commentaire si vous le souhaitez. Moi, je trouve cette question des prix négatifs, elle rejoint aussi la question qu'avait posée Audrey de EFI, de savoir, on a besoin de plus de solaire, mais il y a certains moments où on va peut-être en avoir trop. Et ça, comment on fait pour qu'il reste il y a toujours un business, un équilibre économique pour inciter à mettre quand même du solaire, le suivant. Donc ça, c'est un point important et clé, et c'est pour ça qu'il faut avoir une vision non pas seulement de l'autoconsommateur, mais vraiment une vision globale de savoir, finalement, il va falloir le payer, ces nouvelles installations, tout comme le réseau. À quel moment, finalement, c'est l'ensemble des consommateurs qui viennent compenser le fait que l'autoconsommateur va permettre un bénéfice plus de solaire à la collectivité, mais en même temps, il va principalement soutirer à des moments où, du coup, il ne consomme pas son électricité solaire. Donc, à qui c'est de payer ça, et comment on fait pour être sûr qu'il y ait toujours des investissements dans le solaire parce qu'on en a besoin? Ça va vraiment être des questions brûlantes à venir. Exactement. Oui, allez-y, Baptiste. Peut-être un exemple international qui est intéressant là-dessus, c'est la Californie que j'ai en tête, où justement il y a la fameuse, j'imagine que vous avez entendu parler de la duck curve, donc la consommation qui reste à fournir une fois qu'on a soustrait toute la production fatale, et qui a une forme de canard tout simplement parce que autour du pic de midi, c'est là où la production fatale est la plus forte. Et en fait, il y a eu, c'était un des États pionniers, pas forcément dans le bon sens du terme, mais dans l'accroissement de cette duck curve, parce que beaucoup de solaire tout simplement. Et récemment, il y a plutôt eu une inversion de la tendance, avec justement le déploiement des batteries. Alors, j'insiste là-dessus par rapport à ce que disait Adam aussi, c'est que les batteries, c'est un moyen de flexibilité parmi d'autres qui doit être complémentaire de la gestion de la demande, de l'écrêtement, des choses comme ça. Mais en tout cas, dans leur cas, c'est principalement par les grandes batteries stationnaires accordées au réseau qu'ils ont réussi justement à mitiger, à répartir cette production solaire et donc à limiter, même si ça reste aujourd'hui, le problème reste encore là, mais à limiter en tout cas l'impact sur les prix marchés. Laurie, vous voulez ajouter quelque chose? Je pense qu'on veut terminer. Hervé? Oui, on termine. Et si vous devez partir, Hervé, vous pouvez partir. Mais voilà, vous pouvez partir. Merci pour votre intervention. On peut vous applaudir. Allez-y. J'ai légèrement décalé parce que je peux me permettre de gagner du temps sur la table ronde suivante. C'est pour ça que je fais ça. Et vous aviez des questions. Allez-y, Laurie, je vous en prie.
Oui, c'est juste sur ce point de se dire, effectivement, à l'échelle du territoire, on se fixe des objectifs très importants de développement des énergies renouvelables au sens large. Et si effectivement chacun se contente d'équiper la moitié de son toit, parce que l'obligation c'est d'équiper la moitié de son toit, on n'y arrivera pas. Et donc c'est aussi dans cette dynamique-là qu'on cherche à créer des solidarités à une échelle territoriale pour que ceux qui ont une structure de bâtiment qui permet d'équiper la toiture puissent équiper largement, quitte à mutualiser avec le voisin. Et puis on disait tout à l'heure que ça n'allait jamais assez vite du côté des entreprises. On a vraiment eu cette réflexion sur le territoire de se dire comment on peut aider le territoire au sens large à accélérer, quel est le rôle de la collectivité là-dedans. Et on se rend bien compte qu'il y a des entreprises qui ont des potentiels, il y a des entreprises qui mènent des études et qui vont pas plus loin, qui transforment pas l'essai, parce que quand on est chef d'entreprise, on n'est pas installateur de centrales photovoltaïques, et que on a plein de choses à gérer. Donc on a aussi cette réflexion sur quels sont les outils, que ce soit des outils SAS, SPL quand on parle du patrimoine public, SEM, etc. Quels outils sur le territoire, quelles compétences, à quel endroit, et quelle présence de la puissance publique là-dedans pour inciter, pour rassurer les entreprises, et que ce soit pas un développeur parmi d'autres qui les démarche, mais peut-être une structure semi-publique avec qui ils ont l'habitude de travailler pour de l'aménagement de zones d'activité ou je ne sais quoi, qui prennent une compétence sur le développement des énergies renouvelables et qui derrière puissent les accompagner à équiper leur toiture. On a beaucoup parlé de toiture, on n'a pas beaucoup parlé d'ombrières de parking, qui est un vrai sujet quand même, il y a une grosse obligation là-dessus. Et donc là aussi, c'est voilà, mes réflexions quotidiennes, c'est comment on accompagne le territoire, les acteurs au sens large pour qu'on passe à l'action. Je vois que Laetitia veut encore réagir. Allez, Laetitia, David, si vous juste voulez pour réagir sur les parkings, parce que c'est vrai que j'en ai pas dit un mot. Mais en tout cas, sur les obligés par la loi d'accélération, il y a de l'ordre de un peu plus de 2 gigawatts, 2,5 gigawatts par an qui vont être ajoutés, parce que là encore, on parle d'ajout par rapport à ce qui existe déjà. Donc voilà, on les attend aussi vivement. Et merci du coup à nouveau pour votre dynamisme sur la grande métropole de Besançon. Voilà, à chaque fois on tire un peu le fil, c'est le sujet aussi, la première table ronde où en sommes-nous, il y a beaucoup de sujets à évoquer. J'ai légèrement décalé, mais volontairement, parce que je sais que je peux gagner sur le temps, donc c'est très bien. Merci en tout cas à tous les quatre pour votre intervention. On marque une pause et on se retrouve d'ici une demi-heure. Merci beaucoup.